Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burnout et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteure, spécialiste du burnout et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burnout pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Bienvenue dans cet épisode pour lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Anne Morel-Pierotti. Anne, merci d'être là. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, merci Florence pour l'invitation. Je suis Anne Morel-Pierotti. Je fais de la médecine fonctionnelle depuis à peu près une dizaine d'années et je travaille à l'Institut de médecine intégrative à Nyon, entre Genève et Lausanne en Suisse. Voilà. Et donc, je suis venue à m'interroger sur le burn-out avec les demandes venant. Et il faut signaler que si c'était quelque chose d'extrêmement rare au début de ma pratique, il y a plus de 10 ans, où je ne savais même pas ce que signifiait la problématique. Actuellement, on est submergé par les demandes avec des patients de plus en plus jeunes et avec des critères biologiques, donc non des vues de l'esprit ou des gens qui galvaudent le mot, vu qu'on en parle un peu partout. Donc voilà. Donc j'ai commencé par de la nutrition, j'ai fait de la médecine fonctionnelle, on va dire en autodidacte. Après j'ai fait des formations de micronutrition, j'ai aussi une formation de respiration depuis 2 ans qui m'est très utile pour les patients et pour moi-même. Voilà. Effectivement. Alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les processus biologiques qui sont en jeu dans le burn-out? Oui, alors je voulais juste rajouter avant de commencer euh, mon intérêt pour la médecine fonctionnelle, dans la mesure où moi, il me semble qu'il faut prendre évidemment le patient dans son intégralité et qu'il faudrait revoir, et c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner pour ce type d'exercice, il faut revoir les grandes bases physiologiques du corps en bonne santé et non pas partir du symptôme et de la pathologie. Voilà, ça me paraît indispensable comme compréhension. Et comme c'est quelque chose qui est dans la première année d'enseignement ou la deuxième année en médecine, c'est quelque chose qui est extrêmement loin. Donc, c'est une démarche à refaire tout seul. Et une fois qu'on a la bonne compréhension du corps en bonne santé, il faut essayer de retourner à cet équilibre-là. Et donc, ça, c'est capital. Alors, concernant le stress, j'aimerais dire qu'on est dans une période sociétale complexe où on est énormément dans le faire humain et non plus dans l'être humain. Et ça pose un problème majeur, à mon avis. Et quand on voit la détresse des patients de plus en plus jeunes, c'est difficile. Donc, même pour le praticien, enfin, c'est difficile pour le patient et le thérapeute. La difficulté est vraiment partagée et ça devient lourd. Parce que justement, on a affaire à des gens qui sont jeunes et ça paraît incompréhensible d'avoir des situations de ce type-là. Alors, avant tout, autre chose que j'aimerais évoquer, c'est qu'il faut un peu se remettre dans le corps et écouter les signaux. C'est extrêmement important parce que le corps ne ment pas, contrairement au mental qui peut nous, nous donner des pistes farfelues. Le corps, lui, ne ment pas. Et si on ne l'écoute pas chuchoter, un jour, il crie. Et du coup, on se retrouve dans des situations complexes. Et je dois signaler à ce propos-là que j'ai la compréhension théorique et pratique du burn-out dans la mesure où j'ai eu un grave accident il y a 10 ans qui était en lien avec un épuisement. Donc le burn-out, c'est un épuisement qui est global, qui est aussi bien un épuisement mental, émotionnel et physique. C'est pas juste une théorie sortie d'un chapeau. Voilà. Euh, pour présenter les choses du départ, il y a 3 stades au niveau du stress.
Donc, il y a un stade d'alerte qu'on a hérité de nos ancêtres, c'est-à-dire que s'il y avait une menace, il y avait une fuite. Et donc, on mettait les neuromédiateurs du système orthosympathique en place, et puis la problématique est résolue par l'action. Or, maintenant, c'est absolument plus le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action qui va euh, couper le signal, mais ce sont plutôt des stress à minima ou un peu plus qu'à minima, mais sur des longues périodes. Et en fait, c'est cet effet temps qui pose la problématique et qui a des répercussions biologiques importantes en fonction du stade de stress où on en est. Donc, il y a 3 stades. C'est donc Donc, l'accumulation finalement qui est dangereuse. c'est l'accumulation et la prolongation du stress sur le temps, c'est ça. S'il y a un temps court, il n'y a pas vraiment de dommages au niveau biologique. Donc, c'est l'espace-temps qui pose la problématique. Voilà. Et qui donne des modifications physiologiques, biologiques délétères, puisque le corps n'est pas fait pour subir un stress chronique sur une période plus ou moins longue. Voilà, c'est absolument pas physiologique et c'est la porte ouverte à toutes les pathologies. Donc ça aussi, avant on disait oui, mais c'est dans la tête ou etc. Non, quand il y a une compréhension de la physiologie du corps en bonne santé, il est clair qu'un organisme qui a un stress chronique, si rien n'est fait, il y aura une réponse. Donc il y aura une pathologie, il y aura un problème de santé. Après, qui peut différer selon les sensibilités des patients et selon la résilience, il y a bien et le mode de vie, bien sûr. À burn-out égal, si on parle juste d'une charge de travail, il y aura plusieurs réponses pour une donnée temps identique, on va dire quand même. Donc ça reste une prise en charge qui est individuelle, individualisée par rapport au patient. Maintenant, si on veut être efficace dans la prise en charge du burn-out, bien sûr qu'il y a un travail en réseau qui est indispensable. On ne peut pas travailler tout seul, on ne peut pas imaginer que c'est juste une prise en charge euh, psy, juste une prise en charge corporelle ou juste une prise en charge médicale. Il faut vraiment les 3 aspects. Il y a un travail émotionnel, il y a un travail à faire sur le corps et il y a un travail aussi à faire sur le mental pour la compréhension et ne pas refaire les mêmes erreurs parce que souvent, ça touche des patients qui ont envie de bien faire, qui sont des gens qui aiment un peu le dépassement, donc il y a des traits de caractère quand même qu'on retrouve. C'est plutôt des gens perfectionnistes, c'est pas des gens, voilà. Donc voilà pour brosser un tout petit peu le tableau d'entrée. Euh, dans la phase d'alerte, j'aimerais dire que dans la mesure où on va dire que le paradigme a changé aussi au niveau de la nutrition et de la micronutrition, c'est-à-dire que les aliments ont perdu beaucoup de valeur micronutritionnelle par rapport à il y a 50 ans. Donc même quelqu'un qui n'est ni végétarien ni végétalien, j'insiste là-dessus, quelqu'un qui a une alimentation variée aura quand même des carences micronutritionnelles, etc. Et donc, même en phase d'alerte, on peut commencer à être à risque. Donc, c'est-à-dire que la carence en phase d'alerte, ça va toucher déjà tout ce qui est magnésium et tout ce qui est oméga 3. C'est-à-dire qu'en phase d'alerte, ça va être plutôt un stress entre guillemets positif, dans la mesure où on va faire le même travail en beaucoup moins de temps. On a le mental qui fonctionne à fond parce qu'on est inondé d'adrénaline, de noradrénaline, de choses qui boostent un petit peu le cortisol, il monte, mais il est susceptible de redescendre. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas encore de troubles de sommeil ou de choses comme ça. Mais si, par exemple, dans cette phase d'alerte, on est en carence d'oméga 3, au niveau du cerveau, on se met en burn-in, c'est-à-dire que c'est le feu dans le cerveau. Donc, c'est de la neuroinflammation. Et donc là, il y a des différences déjà. Quelqu'un qui a un statut en oméga 3 dans une phase 1 de stress, qui a un statut correct, bah, il a moins de risques, il aura moins de neuroinflammation que le voisin qui est carencé en oméga 3. Donc déjà ça. À savoir que en phase de stress, le magnésium ne se fixe pas et il y a aussi dès que le cortisol monte, le magnésium ne se fixe plus, ne s'absorbe plus. Donc il faut quand même avoir à ce moment-là des apports en magnésium qui soient adéquats.
Et dans la mesure où on passe aussi beaucoup de temps sur les écrans, devant les écrans, il y a aussi une problématique avec le magnésium. Et donc, ça, c'est important, avec les fuites de magnésium. Voilà, donc dès que le cortisol monte, il y a des fuites de magnésium. Donc, en phase 1, je veux dire qu'on ne voit pas beaucoup de patients, hein. Moi, je ne les vois pas en phase 1. Oui. Ça, c'est clair et Sûr. net. Mais on devrait dire que il faudrait faire savoir à ces patients-là qu'au minimum, ils prennent du magnésium et ils prennent des oméga 3. Notamment l'oméga 3, donc je rappelle que c'est un acide, les oméga 3 sont des acides gras essentiels qui sont apportés uniquement par l'alimentation, donc on ne peut pas synthétiser, d'où leur importance qu'on peut trouver dans les poissons gras. Le souci des poissons gras, c'est que si la consommation est trop régulière, il y a plein de métaux lourds. Donc, c'est mauvais aussi pour le cerveau. Donc, souvent, il faut se supplémenter. Il faut bien, quand on se supplémente, il faut le faire avec des bonnes marques pour être sûr que ça soit contrôlé au niveau des métaux lourds et que le dosage soit complet. Et donc, ça, c'est très important pour éviter la neuroinflammation qui débute dès le stade d'alerte. Donc, en fait, dès qu'on se sent un peu stressé, un peu trop stressé, un peu fatigué, un peu débordé, il faudrait tout de suite supplémenter en oméga 3 et en magnésium. Oui, et notamment l'oméga 3, le DHA. Donc le DHA qui va avoir un impact justement au niveau de la cognition, de la concentration, du sommeil et de la vision. Voilà, c'est celui qui est le plus important dans le cadre du stress. C'est-à-dire qu'il faut que les cellules soient gorgées, la membrane des cellules soit gorgée d'oméga 3. À ce moment-là, les informations circulent bien. D'accord. Et donc, si effectivement ça n'est pas fait et qu'il y a inflammation, en phase 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, en phase 2, les troubles vont apparaître plus vite. C'est-à-dire qu'en phase 2, on entre dans une phase de résistance. Donc, il y a d'abord une phase de montée. Donc, ça suit le stress, il suit une courbe de Gauss. D'accord? Il y a une phase 1 où les neuromédiateurs, le cortisol, donc c'est par rapport au cortisol que je dis ça. Donc, en phase 1, le cortisol monte. En phase 2, le cortisol peut continuer à monter. On peut être en phase 2 ascendante ou en phase 2 descendante. Bon, en phase 3, il n'y a pas de discussion, on est en épuisement, donc tout est en bas. Il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Donc la phase 2, elle peut être mixte. Mais après, les ressentis, ils ne sont pas forcément en adéquation avec le niveau de la phase. Donc ça dépend, puisque on va dire que quelque part, les gens qui font des burn-out, ils sont très peu sensibles à l'écoute de leurs ressentis corporels. On va dire ça, ils sont vraiment dans le faire. D'accord. Et puis bon, c'est quelque chose qui a été engrammé, hein, on va dire, je ne sais pas si on a le gène du fer qui a été mis, et le gène de l'être, il a disparu, mais il y a quelque chose qui a été engrammé qui est parfaitement éducationnel, hein. Donc voilà, on ne va pas partir sur des choses plus judéo-chrétiennes, mais il faut, il faut faire, et il faut que ça soit dur, sinon il y a une notion de... Voilà. Donc, c'est difficile à ce niveau-là, en phase de résistance, de savoir si on est en phase ascendante ou en phase descendante. Très souvent, quand même en phase 2, les troubles commencent à apparaître, et notamment les troubles du sommeil. Voilà. Donc ça doit être le signal d'alerte numéro 1. C'est-à-dire que dès les premiers troubles du sommeil, on devrait consulter un praticien qui comprend la physiopathologie du stress. Voilà. Donc après, les troubles peuvent être multiples et divers. Ça peut être des troubles de l'endormissement, des troubles du réveil nocturne ou des troubles mixtes. Il y a une fatigue qui commence à se mettre en place, mais qui n'est pas forcément constante. On n'est pas encore dans la fatigue chronique, sauf quand on commence à être en phase descendante. Donc là, je veux dire que c'est le moment idéal pour consulter parce que logiquement, euh, on arrive quand même à remettre les gens sur pied facilement. Bon, Oui. alors après, il faut vraiment qu'ils soient. Mais en général, les gens qui viennent à ce stade-là, ils sont un peu plus dans leur ressenti et après, ils ont quand même des signaux qui se mettent en route et ils en tiennent compte.
Mais c'est vrai que moi j'en vois beaucoup à ce stade-là qui viennent parce qu'ils n'arrivent plus à mémoriser Voilà, ou voilà, de c'est au la niveau cognitif vraiment que quelque chose commence à exactement. clocher et ils le remarquent, Oui, oui. oui, voilà. Oui, oui, c'est clair qu'ils vont remarquer, tu as tout à fait raison, ils vont plus être sensibles à ça parce que du coup, ça diminue leur performance au niveau du travail C'est ça. qu'à leurs troubles du sommeil, Mm. clairement. Ouais, Mais les troubles du sommeil, ils sont antérieurs aux troubles de la cognition. Donc, il faudrait presque être un petit peu en amont et dire le sommeil, c'est vraiment l'alerte. Donc, après, dans les rechutes, le sommeil, c'est l'alerte et ça, ils le savent. tout à fait. Ouais, ouais, c'est aussi. Et bien évidemment, en phase 3, on est dans une phase d'épuisement. Donc là, on va dire dans la phase de résistance, les catabolismes, enfin les produits de dégradation des neuromédiateurs sont au plafond. Et après, en phase d'épuisement, bah, ça redescend. Et donc là, les neuromédiateurs commencent à chuter. Et c'est là où il y a une phase d'épuisement, où après, ça dépend de nouveau des personnes et de la phase d'épuisement, elle est sur une longue période. Donc si on vient au début ou si on vient à la fin, c'est compliqué. Et là, il y a souvent, dans cette phase-là, il y a souvent des confusions avec des syndromes dépressifs Oui, qui en fait n'ont rien à voir. Parce que si justement, alors, on a un outil qui est quand même assez intéressant pour définir les stades du stress et puis, on va dire, traiter au mieux, c'est le bilan des neuromédiateurs. Et très souvent, par exemple, quand on fait un bilan des neuromédiateurs, on peut avoir on aura la noradrénaline qui sera basse, la noradrénaline étant le précurseur de la dopamine qui sera basse, on aura un GABA qui peut être bas. Donc le GABA, c'est un neuromédiateur qui sert, enfin qui est freinateur, donc qui est comme une molécule anxiolytique, on va dire, qui permet d'éviter de se réveiller la nuit. On aura un cortisol qui est bas ou effondré, mais on peut avoir une sérotonine qui est parfaite. Et là-dessus, si on donne un antidépresseur, ben, on n'améliore absolument pas le problème. Et alors, on peut bien faire un burn-out et une dépression, hein. Clairement, on peut mais manquer ce de n'est chance pas la sur même le chose. côté. Voilà, ce Mais n'est pas c'est la pas même la chose. même chose. Voilà. Mais très souvent, moi, je vois des gens qui sont en phase d'épuisement et qui me disent, ah, ça fait 3 mois, 6 mois, 12 mois que je prends des antidépresseurs, ça va pas mieux. Mais je leur dis, mais un burn-out, c'est pas une dépression. Mm. C'est-à-dire que le burn-outé, il a envie de faire les choses, mais il ne peut pas, parce qu'il n'a plus les ressources, on va dire, biologiques, hein. Donc moi, je me place plus dans la partie fonctionnelle de Ouais. l'explication. Il n'a plus les ressources biologiques pour faire parce que son cortisol est trop bas, mais il veut faire, et quand il fait, il est encore un peu plus épuisé. Et donc, il ne comprend pas. Mais il a toujours l'envie de faire. Une dépression, on ne va pas avoir l'envie de faire, mais quand on va faire, on sera amélioré. Donc, c'est absolument aux antipodes quelque part. Tout à fait. Tout Et à fait. donc, enfin, aux antipodes, bon, C'est oui, je suis quasiment le un peu contraire l'un de l'autre. excessive, Oui, quoi. Oui, quasiment. je suis un peu excessive et En poussant le passionnée. trait, voilà, pour mieux Oui, comprendre, on va dire. Voilà, oui. exactement, Mm. voilà. Donc, un bilan des neuromédiateurs est quand même intéressant dans ce, dans ce sens-là pour pas faire des faux diagnostics, on va Ah dire. ouais, des Pour confusions. orienter oui, des confusions et pour donner plus de chance aux patients de retrouver leur, euh, leur, euh, Leur vitalité, finalement. leur vitalité euh, dans un temps un peu plus adapté. Oui, Voilà. effectivement, effectivement. Et du coup, alors une fois que effectivement la personne est dans cette phase d'effondrement complet, de burn-out total, euh, qu'est-ce qu'on peut justement mettre en place pour se reconstruire? Alors, concernant mon activité, il y a une période de repos qui est indispensable parce que le cortisol est trop bas. Donc, en général, ça va passer euh, par remonter les neuromédiateurs qui sont, enfin, c'est-à-dire que le matin, vous n'avez pas d'énergie. Le repos n'améliore rien du tout. Donc, donc le signal que les choses vont aller un peu mieux, c'est quand le repos devient positif, on va dire, et améliore un petit Réparateur. peu les choses. Voilà. Tant que c'est pas réparateur, le cortisol est toujours bas. Donc, donc le plus souvent,
On se sert de précurseurs naturels pour aller remonter le cortisol et la dopamine, qui sont vraiment les accélérateurs du matin. Donc le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil et l'hormone du stress. Donc c'est une hormone, il y a un rythme circadien entre cortisol et mélatonine. C'est-à-dire que quand le cortisol est haut dans la journée, enfin haut, je m'entends, la mélatonine est basse et inversement. Et c'est pour ça que dans les phases 1 et 2 de stress, le cortisol il monte, mais il ne redescend pas quand la nuit Dans la descend. nuit, oui. Quand, Voilà. quand il devrait redescendre. Et du coup, ça crée des troubles du sommeil. Voilà. À savoir que la mélatonine, c'est l'hormone la plus antioxydante du corps et que de ce fait, dès qu'il y a une privation de mélatonine, c'est quand même problématique. D'autre part, vu que c'est un sujet à la mode, parlons du microbiote. Le stress a un effet extrêmement défavorable sur le microbiote. On peut avoir une alimentation tout à fait adaptée, manger non industriel, ne pas consommer de soda, ne pas manger de sucre rapide, avoir une alimentation vraiment adaptée et avoir un microbiote malade à cause d'un stress chronique. Et donc, de ce fait-là, euh, les nutriments que vous absorbez vont aller nourrir la flore pathogène, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une diète variée en étant non végétarien, non végétalien et avoir une carence en B12 parce qu'elle va servir à nourrir les bactéries pathogènes. Et donc, une carence en B12, vous ne pouvez pas remonter vos neuromédiateurs, vous ne pouvez pas remonter vos hormones, et c'est de la fatigue chronique, et c'est des troubles aussi cognitifs importants. Donc, la B12, elle va, vu que ça baisse les neuromédiateurs, ce sont des troubles cognitifs vraiment importants. Donc, la B12 active, hein, logiquement, il faut doser la B12 active et non pas la B12 totale. Il y a une partie liée aux protéines et une partie qui est libre. Et donc, il faut faire un dosage salivaire pour avoir vraiment un repère qui soit précis. Il faut faire ça au réveil, à jeun, 15-30 minutes après le réveil, pour voir comment est le cortisol le matin. Oui, le cortisol le matin. La B12, excusez-moi, j'ai fait une petite confusion. La B12, voilà, il faut faire un dosage de la B12 active. Voilà. Et se supplémenter après avec des vitamines qui soient d'origine naturelle, que le corps va reconnaître, et qui soient méthylées pour qu'elles soient actives aussi, que la supplémentation soit la plus optimale possible. Donc une supplémentation qui est obligatoire dans cette phase-là pour pouvoir remonter la pente, mais qui est à bien doser. Donc vraiment, d'où l'importance extrême de consulter un spécialiste du sujet pour pouvoir vraiment trouver le bon équilibre justement dans ces suppléments qu'on va apporter. Oui, parce que souvent, souvent, il faut des quantités quand même assez importantes et au début, donc c'est ça qui fait un petit peu la différence de choses plus généralistes. Si on se dit, ben voilà, je vais prendre, il est clair que si on prend de la B12, des oméga 3, du magnésium, des précurseurs pour le cortisol et la dopamine, on peut y arriver. Mais du coup, on va prendre juste les apports journaliers recommandés et au cas par cas, c'est pas toujours efficace, on va dire. Donc, idéalement, oui, il faut un bilan des neuromédiateurs. Maintenant, au minimum, il faudrait pouvoir faire un cortisol salivaire, une B12 active, et c'est déjà pas mal. Et après, on peut prendre des oméga 3 parce qu'il y a, je sais pas, 70% de la population qui est carencée en oméga 3. Donc voilà. Mais il faudrait avoir un dosage personnalisé de la B12 et du cortisol. Ça serait la meilleure des choses. Et après, on peut un peu extrapoler. Mais ça, c'est le. Voilà. Et puis, le nec plus ultra, c'est d'avoir le bilan des neuromédiateurs et après de personnaliser la correction. Tout à fait. Formidable. Donc, mais bon, on reste dans des, on va dire, des médecines un peu naturelles. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne. Mais justement, il faut avoir des compléments suffisamment dosés et il faut pouvoir personnaliser pour être efficace. Après, dans des cas plus complexes et où vraiment il y a une fatigue surrénalienne majeure, à ce moment-là, on peut utiliser les hormones bioidentiques. On peut donner des petites doses d'hydrocortisone, qui est une hormone bioidentique, pour aller restimuler un petit peu la fonction surrénalienne. Les aider à redémarrer Donc, en quelque sorte. oui, c'est exactement ça. Donc, à savoir que
le burn-out au niveau hormonal, il va toucher l'axe thyroïde surrénal. Donc, il y a non seulement une baisse des neuromédiateurs, mais également des hormones. Donc, l'hormone du stress, le cortisol, la DHEA, qui souvent chute, et il peut y avoir aussi des dérèglements thyroïdiens. Donc, ce qui fait une fatigue vraiment importante et surtout une fatigue matinale, mais qui, quand on est en phase 2, ben, parfois ça émerge, on met du temps à se mettre en route, mais après, le temps passant, on est mieux. Souvent, les patients sont mieux le soir que le matin. Mais en phase d'épuisement, bah, la fatigue, elle est continue, hein. Il y a juste des petits moments et après, ça redescend. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc, alors il y a effectivement, je dirais que ça c'est la base vraiment pour pouvoir commencer à se Oui, reconstruire, hein, la base absolue qui doit impérativement être là. On n'aura pas le temps aujourd'hui de couvrir, j'allais dire, tout ce qu'il faut mettre en place par ailleurs, mais je sais que tout ce qui est j'allais dire, exercice de respiration, comme pour nous en sophrologie, pour toi c'est aussi très important. Qu'est-ce que tu voulais ajouter sur le sujet comme conseil pour bien se reconstruire? alors, ça me paraît être la base. C'est-à-dire que si on ne gère pas la problématique respiratoire, les autres prises en charge seront beaucoup moins efficaces. Et ça, on retrouve, j'ai regardé du coup, depuis que je me suis intéressée au sujet. J'ai regardé dans toutes les médecines ancestrales, euh, dans la mesure où la respiration, j'aime pas ce terme rééducation, mais dans la mesure où on a une respiration qui n'est pas physiologique, à ce moment-là, les autres prises en charge vont être moins efficaces. C'est-à-dire que la micronutrition aura pas son efficacité totale, etc., etc. Donc, ça me semble être extrêmement important, d'autant plus que euh, dès le début, donc la respiration, en plus, c'est une fonction qui est à la fois, c'est une fonction automatique, mais c'est aussi une fonction consciente. Donc, en fait, c'est la seule fonction sur laquelle, la seule fonction automatique sur laquelle on a prise. Et le stress euh, va de suite avoir des effets au niveau de la respiration, c'est-à-dire qu'on va avoir une respiration beaucoup plus superficielle, haute, rapide, et une respiration plutôt buccale que nasale. Et auquel cas, donc, on va diminuer sa tolérance au CO2 parce que de façon contre-intuitive, ce n'est pas le manque d'oxygène qui implique le réflexe respiratoire, mais c'est la tolérance au CO2 qui fait qu'on va déclencher le réflexe respiratoire. Donc, moins on est tolérant au CO2, plus on respire rapidement, moins l'oxygénation se fait au niveau des cellules. C'est-à-dire que quand on fait avec un oxymètre, on regarde la saturation en oxygène, c'est l'oxygène dans le sang, mais en aucun cas, c'est l'oxygène dans les cellules. Donc, ce n'est pas la saturation en oxygène. Même si on est stressé, on peut avoir une saturation en oxygène à 98 ou 99. Et si c'est 99, par exemple, ça veut dire qu'on est plus en ortho, qu'il y a une espèce d'hyperventilation, et auquel cas, on est plus sur le système orthosympathique. Et donc, la respiration, pour moi, elle est centrale. Alors, c'est pas très glamour pour les gens parce que ça demande un investissement. Et si on veut rééduquer le système, le centre respiratoire, il y a des pratiques qui demandent quand même un investissement. Mais moi, ça me paraît central parce qu'après, les choses sont beaucoup plus faciles à gérer dans des périodes de stress. Donc, il y a un système de rééducation avec une méthode qui s'appelle la méthode Buteyko pour augmenter la résistance, la tolérance au CO2 et qui me paraît être centrale. Après, on a des exercices plus factuels pour aller se remettre en parasympathique, tels que le soupir cyclique, que moi j'aime beaucoup, qui a été étudié versus 5 autres respirations, dont la cohérence cardiaque, que tout le monde connaît plus ou moins, et qui donne des très bons résultats. Euh, donc, et c'est un outil de santé fondamental puisque l'oxygénation cellulaire, c'est un des piliers de la santé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le stress, si on veut conclure un petit peu, le stress, il va avoir un effet sur la respiration. Donc, on a une tolérance au CO2 qui diminue. Pour bien comprendre le problème de l'oxygénation cellulaire, c'est l'effet Bohr, si on rentre un peu dans la technique. C'est-à-dire que
Pour que l'oxygène soit délivré aux cellules, il faut qu'il y ait suffisamment de CO2. Sinon, l'oxygène reste dans le train, quoi. C'est comme si le train ne s'arrête pas à la gare. Hmm. Donc ça, c'est hyper important. Donc le stress va, va zut, il me manque le mot, va étouffer les cellules. Donc on va Oui. avoir problème d'oxygénation cellulaire. Hmm. Le stress va augmenter la micro-inflammation. D'accord? Et le stress va donner un terrain plus acide. Et ça, c'est le trépied des problématiques de santé. Pour avoir un problème de santé, c'est le tiercé gagnant, entre guillemets. C'est D'accord? ça. C'est un euphémisme, mais c'est ça. Hmm. Et donc, bien évidemment que la prise en charge respiratoire est un pilier dans l'autre sens. Tout à Voilà. fait. Mm. Formidable. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Anne, avant qu'on termine cet entretien? Ou est-ce qu'on a Oui. couvert l'essentiel de ce que tu voulais nous Alors, partager aujourd'hui? certainement pas l'essentiel, mais j'ai essayé d'être un peu synthétique et d'essayer de rester dans la simplicité pour que ça soit pas trop technique et que ça donne des bases et des pistes à explorer. Tout à Donc, fait. je dirais le sommeil capital, puisque dès qu'on a des problèmes de sommeil, on baisse sa mélatonine. La respiration capitale, la nutrition capitale. Alors clairement, je peux rajouter ça, c'est-à-dire que si on a un burn-out et qu'en plus on mange du fast-food, on prend 50 cafés, qu'on va prendre des Red Bull et qu'on fume, clairement, et qu'on prend plein de sucre rapide parce qu'on est crevé, qu'on se dit tiens, je vais me prendre une barre chocolatée parce que ça va me redonner de l'énergie. Clairement, là, on a le tableau parfait Complet. pour. Voilà. Donc, il y a quand même. Voilà, après, il y a burn-out et burn-out. Il y a des gens qui ont des habitudes à la base saines, mais qui vont faire un burn-out, ils se relèveront plus vite que. Voilà. Mm. Donc, il faut quand même faire attention à son hygiène de sommeil, à son hygiène alimentaire et à l'hygiène respiratoire. Il a Ouais. mériterait Ah, un autre podcast sur la un autre respiration. podcast pour une autre fois, tu reviendras. Voilà, Anne, voilà. avant qu'on se quitte, je voulais te demander, j'aime bien poser cette question à tous ceux qui viennent partager avec nous. Qu'est-ce qui, toi, te permet de retrouver ta sérénité au quotidien? Alors, bonne question. Alors, c'est un cheminement, on va dire. C'est pas. Donc, ce que je peux dire actuellement, ça sera peut-être différent dans 5 10 ans, c'est surtout la nature. Alors, pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire que une promenade en forêt, au bord de la mer ou en montagne, loin de la foule, hein, Mm. je stipule, donc il me faut du calme, la nature. Je suis passionnée de chevaux, donc quand je m'occupe de mes juments ou je suis avec mes petites chiennes, ça, c'est quelque chose qui me ressource énormément. Et puis, de façon quotidienne, la respiration a été un outil je ne vais pas dire qui m'a sauvée, c'est un peu pompeux, mais franchement, qui me remet au centre, qui me permet, si par exemple je dors mal parce que j'ai eu une semaine compliquée avec des patients, ça me permet de retrouver de la clarté mentale. Donc vraiment, la rééducation respiratoire, ça va apporter des effets au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc c'est vraiment les trois choses qui sont abîmées par le burn-out. Et je trouve que c'est quand même un outil qui est intéressant, enfin capital pour moi. Donc la respiration, je dirais, la nature, la respiration. Et pour terminer, j'ai depuis le Covid, hein, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de la respiration, c'était le sujet. Euh, les bains froids aussi, donc j'ai commencé ça au moment Ah du ouais. Covid. Donc dans le lac, parce que je trouve que c'est sûr que faire du bain froid chez soi, bah, c'est bon pour l'organisme, mais dans le lac, il y a le côté nature en plus. Puis nous, on a deux beaux lacs, on a le lac Léman et le lac d'Annecy. Mm. Et ça, je trouve que c'est super. Pour moi, c'est vraiment, déjà, ça fait un boost de dopamine. Et puis, on se dit, c'est là que j'ai récupéré un peu, moi, les rênes de mon,
on va dire, de ma vie ou de ma santé. On se dit, le corps sait faire, on a tout à l'intérieur. Il suffit juste de trouver comment, de trouver le chemin enfin, c'est le principe du biohacking pour aller restimuler ses ressources internes. Voilà. Et je voulais finir par un petit point qui était important, qui est antérieur, que quand les neuromédiateurs baissent, il y a aussi une problématique qui est extrêmement importante, c'est qu'on va perdre, parce que quand je dis on a tout à l'intérieur, j'ai pensé à ça, on va perdre certains produits de dégradation des neuromédiateurs, les molécules vanillées, notamment, qu'on appelle les molécules vanillées, qui sont des catécholamines, et ces molécules sont impliquées dans des processus de réparation de l'ADN. Hmm. Et donc, voilà le pourquoi du comment, le stress chronique, le burn-out, c'est la porte ouverte un peu à tout. Et que je pense que il n'y a pas qu'une compréhension, pour moi, ça va au-delà de la compréhension fonctionnelle, médicale, psychologique, physique, etc. Il y a un vrai problème sociétal et il va falloir faire quelque chose parce que ça devient, les choses se compliquent, on va dire, et pour les jeunes. Et ça, c'est extrêmement dommageable quand on accueille des jeunes patients qui sont proches de la vingtaine et qui ont des bilans de burn-out. Voilà. Donc, je voulais finir en disant qu'il faudrait qu'on repasse dans l'être humain, qui est notre vraie vocation, et qu'on arrête d'être dans le faire humain, qui n'est absolument pas notre vocation. Et notre physiologie et notre génétique ne se prêtent pas à ça. Formidable. Merci beaucoup, Anne, pour tous ces Voilà. partages. Merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais il faudra qu'on refasse un podcast, hein. Il y a encore beaucoup de choses Oui, à sur la dire. C'est respiration. évident, c'est évident. Pour aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus sur le burn-out, les solutions pour en sortir, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site labullerepos.com et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.